Bonjour, nous allons nous intéresser aujourd'hui au premier chapitre, mesure et unité. Alors, la mesure, qu'est-ce que c'est? La mesure, c'est une opération qui consiste à donner une valeur numérique à une grandeur dans une unité donnée. Alors, regardons cela de près. Prenons un exemple. La longueur est égale à 3 mètres. Eh bien, la longueur, c'est la grandeur. 3, le réel en mathématiques, c'est la mesure. Et mètre, c'est l'unité. Profitons-en pour donner une petite définition. Qu'est-ce que la métrologie? La métrologie, c'est la science de la mesure. Elle désigne également les technologies de mesure. Et c'est un champ très vaste. Intéressons-nous maintenant aux unités. Alors vous devez connaître les 4 premières grandeurs physiques des unités du système international, c'est-à-dire la longueur, la masse, le temps et la température, avec des unités de base qui sont respectivement pour la longueur le mètre, pour la masse le kilogramme, pour le temps la seconde, et pour la température le Kelvin. Et il y a des symboles associés, mais vous les connaissez. Pour le mètre, c'est petit m, pour kilogramme, c'est petit k, petit g, et pour la seconde, petit s, et Kelvin, par contre, k majuscule. Au cours de cet exposé, nous reviendrons sur la notion de température et les différentes unités associées, la notion de longueur et son histoire. Mais faisons d'abord un petit rappel, des rappels. Premier point sur les préfixes. Tout à l'heure, on s'est intéressé au kilogramme. Kilo, c'est un préfixe et ça désigne 1000. En kilogramme, 1000 grammes. Mais vous devez connaître les préfixes du million jusqu'au millionième, de 10 puissance 6 jusqu'à 10 puissance moins 6. Alors, pour les citer, 10 puissance 6, le million, c'est méga, avec un grand M. En dessous, on a le kilo, on en a parlé, avec un petit k. Puis l'hecto, comme hectopascal, avec un petit h, ça c'est la centaine. Maintenant, faites attention, il y a dk et déci. Dk, c'est petit d, petit a, et ça désigne 10. Un dk newton, c'est 10 newtons. Et déci, c'est petit d. Le symbole, c'est petit d. Petit d, L, ça veut dire un décilitre, le dixième d'un litre. Ensuite, on a le centi, comme centimètre, le centième, le milli, petit m, le millième, et puis, bien sûr, le micro, la lettre grecque mu, qui est égale au millionième. Puisqu'on est au chapitre des rappels, parlons d'une notion très importante en physique, qui est la force. Donc la force est représentée par un vecteur. En mathématiques, vous connaissez le vecteur. Il a 3 composantes. Ces 3 caractéristiques sont déterminées par une direction, un sens et puis une norme. Et bien en physique, on a une caractéristique supplémentaire qui est le point d'application. Donc reprenons, en physique, une force est désignée par une direction, comme en mathématiques, un sens, comme en mathématiques, une norme, on dira plutôt une intensité, et puis également un point d'application. Alors ça c'est très important. Prenons l'exemple suivant, j'ai un livre, si j'appuie sur le bas du livre, point d'application de la force en bas, le livre pivote comme ceci. Si j'appuie sur le haut du livre, si j'exerce une force sur le haut du livre, le livre pivote comme ceci. Donc vous voyez que le point d'application est bien une caractéristique tout à fait essentielle et donc caractérise une force, est un élément qui caractérise une force en sciences physiques. On va maintenant, toujours au chapitre des rappels, s'intéresser au poids et à la masse. Le poids et la masse sont indifféremment utilisés dans le vocabulaire courant. On parle plutôt même de poids là où on devrait parler de masse. Donc, laissons le vocabulaire courant
avec ses façons de s'exprimer, et soyons précis sur le vocabulaire scientifique. Je vais déjà parler de la masse. Qu'est-ce que la masse pour le scientifique? La masse est associée à une quantité de matière. Donc c'est un invariant. C'est comme si vous aviez des billes dans un sac de billes. Que vous soyez ici à New York, au pôle Nord, sur la Lune, sur Jupiter, ou que sais-je encore, vous avez toujours 12 billes dans votre sac de billes. Donc notez bien que la masse est un invariant associé à une quantité de matière. Maintenant parlons du poids. Le poids c'est une force. Donc on peut tout à fait lui donner les 4 caractéristiques que j'ai décrites tout à l'heure, qui concernent les forces en physique. Le poids c'est une force dont la direction est verticale quand je suis sur Terre, c'est-à-dire du haut dans l'axe au bas, son sens vers le bas, et sa norme, son intensité, est égale à m fois g. C'est-à-dire que son intensité, c'est la masse multipliée par la constante gravitationnelle, petit g, qui est égale à 9,81 environ. Et on peut même, en le précisant, approximer à 10. Dans les calculs, on peut dire g choisi, g égale 10. Et vous faites le calcul avec g égale 10. C'est-à-dire qu'une masse de 1 kg exerce une force vers le bas, un poids, de 1 fois 10 qui est égal à 10 newtons, si on a pris g égale 10. Ce poids dépend du lieu et donc variant. Sur la Lune, à masse égale, le poids est 6 fois moins élevé. Autrement dit, vous êtes 6 fois moins attiré par le sol lunaire que vous l'êtes par le sol terrestre. Pourquoi? Parce que la Lune est un objet massif 6 fois moins lourd que la Terre. La Terre, c'est 10 puissance 26, 10 puissance 24 kg, et donc la Lune, c'est le 6e. Si vous étiez aux abords de Jupiter, vous seriez 11 fois plus attiré, 11 fois plus de masse, et ainsi de suite. Ce qui nous amène peut-être aussi à faire un petit point sur ce que l'on appelle l'apesanteur, ce qu'est l'impesanteur, et puis parler aussi de chute libre. Alors pour la chute libre, c'est assez simple en apparence. Vous êtes à une certaine hauteur, vous êtes lâché dans le vide, vous êtes en chute libre. En fait, vous n'êtes pas tout à fait dans le vide, puisqu'il y a la plupart du temps, si on est sur Terre, donc il y a de l'air, donc on peut assimiler cela à une chute libre, mais il y a une résistance à l'air qui est en fait à intégrer. Là où les choses se compliquent, c'est quand on est en orbite autour de la Terre, dans une station, par exemple ISS, on dit souvent ils sont en apesanteur. Ceci est faux. Et donc on peut bien sûr tout à fait donner des arguments. On n'est pas en apesanteur parce qu'on est attiré par la Terre. Et d'ailleurs, si on n'était pas attiré par la Terre, eh bien notre trajectoire serait une ligne droite. Or, on tourne autour de la Terre, donc ça veut bien dire qu'il y a une attraction. Ça, c'est le premier argument. Et en fait, on est en chute libre. Ça paraît assez difficile à comprendre, mais imaginez, vous prenez un objet que vous placez à une altitude, par exemple, de 200 km au-dessus de la croûte terrestre. Donc, cet objet, sans vitesse, va tomber, direction le centre de la Terre, donc va percuter le sol. Maintenant, vous lui donnez une petite vitesse. Puis vous augmentez cette vitesse. Donc vous voyez que, au fur et à mesure que vous augmentez cette vitesse, eh bien, vous allez finir par vous retrouver, quand vous avez une certaine vitesse, au point de départ. Et à ce moment-là, vous bouclez, vous êtes en orbite, et pourtant vous êtes toujours en chute libre. Donc l'orbite, c'est une chute libre un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'il y a une forte vitesse tangentielle qui fait que vous revenez au point de départ.
et vous n'êtes pas en apesanteur. Apesanteur, ça veut dire préfixe privatif A, sans pesanteur. Donc, théoriquement, c'est impossible puisqu'on est toujours attiré par quelque chose. Imaginons quand même que quand on est en dehors de notre système solaire, on est en apesanteur. Quand vous êtes proche de la Terre, vous n'êtes pas en apesanteur. Il y a par contre un autre terme qui est impesanteur, I-M-P-E, donc impesanteur. Alors là, effectivement, on peut considérer que quand vous êtes en orbite, vous êtes en impesanteur, c'est-à-dire que les choses sont comme s'il y avait absence de pesanteur au niveau de votre ressenti. Et effectivement, là, on peut utiliser le mot impesanteur. De la même façon qu'on peut utiliser le mot impesanteur quand vous êtes en un point particulier entre la Terre et la Lune, ou à ce point, ce qu'on appelle un point de Lagrange, vous êtes autant attiré par le Soleil autant attiré par la Terre que vous êtes attiré par la Lune. Et là, vous avez l'impression de ne pas être soumis à des forces gravitationnelles. Donc, le mot impesanteur est acceptable. Donc, on résume. Apesanteur, théoriquement, c'est impossible, au moins quand on est proche d'astres comme la Terre, la Lune. Quand on a une absence de référence et que les choses se passent comme s'il n'y avait pas de pesanteur, on peut utiliser le terme impesanteur qui, lui, est acceptable scientifiquement. Et quand on tourne autour de la Terre, quand on est en orbite autour de la Terre, c'est vrai, on peut le dire en impesanteur, mais précisément en chute libre. Nous allons maintenant donc quitter ces rappels pour nous intéresser à l'histoire de certaines unités particulières. Prenons d'abord les échelles de température. On a parlé de Kelvin tout à l'heure, mais historiquement, ce sont messieurs Celsius et Fahrenheit, un français et un anglais, qui ont quantifié l'échelle de température. Qualifier la température, c'est dire là il fait chaud, là il fait moins chaud, il fait plus froid, il fait moins froid. Mais à un moment donné, il faut des chiffres, enfin il faut des mesures, pardon. Donc, ces personnages, alors Celsius, né début 18e, précisément en 1701, est mort en 1744, et Fahrenheit, né en 1686, est mort en 1736. Donc, avec des approches différentes, ont déterminé deux échelles de température. Pour Celsius, le 0 degré correspond à un état particulier de l'eau, c'est-à-dire le moment où l'eau liquide va passer à l'état solide, et le 100 degrés, le 100 correspond à un autre état, c'est-à-dire particulier de l'eau, c'est-à-dire le moment où l'eau entre en ébullition. Donc en ayant posé un 0 et un 100, il lui reste à découper cette échelle en 100 étages pour avoir donc une échelle graduée. On appelle ça même l'échelle centigrade, graduée en 100 parties égales entre 0 et 100. Fahrenheit est parti non pas de l'eau comme référence, mais d'un autre liquide, ce qui fait qu'il y a une correspondance entre les échelles, une relation Y égale à X plus B que je n'exposerai pas là. On peut dire quand même que pour M. Fahrenheit et pour l'échelle Fahrenheit, l'eau devient solide à 32 Fahrenheit et bout à 212 Fahrenheit. L'échelle Kelvin, donc, qui est plus récente, Monsieur Kelvin qui est devenu Lord, est né en 1824 et mort en 1907, et lui, il est parti d'un point de vue microscopique de la température. Donc qu'est-ce que la température? C'est l'agitation des particules, que ce soit des molécules ou des atomes. Et cette agitation croît donc avec la température. Imaginons que l'on refroidisse un corps, à force d'être de moins en moins agité, il ne sera plus agité.
Et là, c'est ce qu'il a posé comme le degré, le zéro absolu, l'absence totale d'agitation microscopique, qui correspond à moins 273,15 de nos degrés Celsius. Et pour faire simple, ensuite, il a repris l'échelle Celsius pour les différences, c'est-à-dire que 1 degré Kelvin égale 1 degré Celsius. Donc on a l'équation suivante, le degré Celsius égale le degré Kelvin moins 273,15. Autrement dit, en échelle Celsius courante, en France, on ne peut pas dépasser moins 273,15 degrés. C'est même une limite absolue non atteignable. On va maintenant parler un petit peu du mètre et s'intéresser aussi à l'histoire du mètre très brièvement, comme on s'intéressait à l'histoire des échelles de température. Alors, il faut savoir que jusqu'à la Révolution, les unités avaient des références humaines. Le pouce, la coudée, etc. La coudée, hein, le pouce. Et on peut même dire que chaque région avait ses propres mesures. Il n'y avait pas de grande différence, mais elles étaient présentes. En 1791, en pleine tourmente révolutionnaire, on choisit de prendre une référence qui n'a pas rapport avec la royauté, c'est-à-dire une référence universelle, ici la Terre. On choisit de considérer la circonférence de la Terre et de diviser en 40 millions cette circonférence, et on dira que la 40 millionième partie de la circonférence de la Terre, c'est le mètre, valeur universelle. Je vous laisse regarder un petit reportage de 4 minutes sur ce point. On se retrouve tout à l'heure. Voilà. Le mètre est défini aujourd'hui à partir de la vitesse de la lumière. La première tentative de définir une unité de longueur d'après une expérience de physique date de la Révolution française. Le mètre était alors la 10 000e partie du quart du méridien terrestre. On s'était servi du méridien qui traverse la salle Cassini à l'Observatoire de Paris. Jean-Pierre Verdet, astronome. Unifier les unités de mesure est un vieux rêve monarchique qui remonte à François Ier. C'est François Ier qui a demandé en 1540 qu'on unifie au moins l'unité de longueur. C'était une exigence des marchands, en particulier des marchands de draps, par exemple. Bon. Ça n'a été suivi d'aucun effet. Et jusqu'à la Révolution, la France a connu, et la France et tous les pays d'Europe un peu développés, ont connu des systèmes d'unités totalement disparates, non seulement d'une ville à l'autre, plusieurs systèmes d'unités, toujours liés à la mesure de l'homme, le pouce, la coudée, le pied, la toise, et non seulement la toise de Paris n'était pas la même que la toise de Bordeaux, par exemple, mais à l'intérieur d'une même ville, suivant les corporations, une même unité pouvait changer un peu de valeur. Un peu. Bon, c'était pas dramatique, c'était pas des différences du simple au double. Mais la coudée du charpentier pouvait être légèrement différente de la coudée du drapier, par exemple. Il y a une deuxième classe sociale, deuxième couche sociale, qui demandait une unification des mesures. C'était les scientifiques. C'était la catégorie, donc, des scientifiques. Alors, eux avaient la même motivation que les marchands, à savoir l'unification pour parler un langage commun entre savants, mais ils avaient une deuxième exigence, peut-être plus importante. Ils auraient aimé que l'unité de mesure, de longueur, ne soit pas rattachée à un élément, à un étalon matériel. Alors, de façon assez paradoxale,
Ce rêve monarchique d'unité a été réalisé finalement non seulement par la Révolution, mais en pleine tourmente révolutionnaire. Absolument comme si ça avait été une urgence quand on sait les problèmes auxquels étaient confrontés les Français entre 1789 et 1792, par exemple. On est étonné de constater qu'une des premières mesures qui a été prise par la Convention, à la demande de Talleyrand, dès 1789, c'est l'unification des unités de mesure en France. Donc, la Convention a choisi de prendre comme unité de longueur la 10 millionième partie du quart d'un méridien terrestre. Donc, dès 1791, Delambre et Méchain sont partis à travers la France pour faire cette mesure. Ils ont procédé par triangulation entre Dunkerque et Barcelone. On repère au sol 2 points et on mesure leur distance avec la toise de l'époque. On vise ensuite un clocher. Un calcul donne les autres côtés du triangle. On recommence l'opération le long du méridien. Lorsqu'on a fini les relevés sur le terrain, on dispose alors d'une ligne de segment de longueur connue. Par le calcul, on projette cette ligne brisée sur la ligne nord-sud. On a la longueur d'un morceau de méridien mesuré en toise et on détermine la valeur du mètre. Alors finalement, on est arrivé à quoi? On est arrivé à satisfaire une des deux exigences, à savoir qu'il n'y avait plus qu'une unité de longueur en France, le mètre tel qu'il avait été défini par la mesure d'un arc de méridien. Mais il faut bien finalement réaliser un étalon matériel. Les gens ont besoin d'étalons matériels pour faire leurs mesures. Et on s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait pas sans cesse remesurer le méridien de Paris. Donc on était quand même revenu au problème de la fragilité des étalons matériels. Un étalon matériel peut disparaître et de toute façon il se détériore. Le problème ne sera résolu que par les physiciens dans les années 50 et permettra en 1960 d'adopter une nouvelle définition du mètre parce que les physiciens, et en particulier les physiciens atomistes, s'amusent dans leur laboratoire avec la lumière et que la lumière se déplace à une certaine vitesse, que la lumière a une certaine longueur d'onde qu'on sait mesurer. Donc on a décidé de faire une mesure de la lumière la plus précise possible à partir de ces expériences de physique, de faire de la lumière une constante de la physique. On ne touche plus à la vitesse de la lumière, c'est devenu une constante de la physique, et puis de définir la mètre comme la longueur parcourue par la lumière en une certaine fraction de seconde, ce qui relie l'unité de mesure à l'unité de temps. Voilà, j'espère que ce reportage vous a intéressé. Donc retenez que depuis 1983, la définition du mètre est donc associée à la vitesse de la lumière. C'est la 300 millième, c'est la distance parcourue par la lumière pendant 1/300 millionième de seconde environ. Parlons de la seconde maintenant. Donc la journée est découpée en 24, l'heure est découpée en 60 minutes et la seconde subdivision de l'heure, c'est donc la 86 400e partie de la journée. Alors, précisément du jour solaire moyen. Mais depuis 1967, on a établi une autre définition parce que, encore une fois, on ne peut pas considérer comme fiable des considérations telles que le jour solaire moyen, puisque la Terre a une vitesse de rotation qui diminue en fonction du temps, pas à l'échelle humaine bien sûr, de manière sensible, mais sur des milliards d'années c'est sensible, elle a été quasiment divisée par 2 je crois en 2 milliards d'années, donc on a établi une valeur universelle. En 1967, on a considéré que la seconde, c'était le nombre de, c'est un petit peu compliqué, un certain nombre d'oscillations de l'atome de césium 133
Et donc 9 milliards d'oscillations du césium 133 vous donne maintenant 1 seconde. Bien, puisqu'on en est à parler du temps, intéressons-nous donc à la résolution qui a été faite par les hommes d'un problème technique qui est comment mesurer le temps. Eh bien, d'abord, on a considéré les choses très simplement, c'est-à-dire qu'on plante un bâton dans le sol. Vous plantez un bâton dans le sol, vous avez un gnomon. Vers moins 8000 avant Jésus-Christ, on a des traces donc de ces instruments, ces premiers instruments pour avoir une idée du temps qui passe. On peut même dire qu'encore plus simplement, c'était simplement observer le ciel de jour pour avoir une idée de l'heure qu'il était. Alors quel est l'inconvénient du gnomon? C'est que, sauf si vous êtes au pôle Nord ou au pôle Sud, le gnomon n'est pas juste toute l'année. Il y a une petite astuce à opérer. Il faut que le gnomon, l'axe, ne soit pas vertical au lieu, c'est-à-dire qu'il ne pointe pas vers le zénith, mais qu'il pointe vers l'étoile polaire, qu'il pointe vers le nord. Comme je le disais, si vous êtes au pôle nord ou au pôle sud, il n'y a aucune différence. Par contre, pour chez nous, par exemple à Paris, l'axe, au lieu d'être à la verticale, va se retrouver à 45 degrés. Et avec ce genre, avec cette astuce, vous avez ainsi un cadran solaire qui est composé d'un plan et puis d'un style. Le style, c'est le gnomon qui est incliné. Le style, en grec, ça veut dire colonne. Et on retrouve la même racine du mot dans le mot stylo. Je vous conseille d'aller faire un saut sur le site cadran avec un s-solaire avec un s.org pour en savoir plus, parce qu'il existe un certain nombre de cadrans solaires. Donc on a le cadran équatorial, on a l'horizontal, on a le vertical. Et ces trois-là ont la même caractéristique, c'est-à-dire que le style est orienté direction l'étoile polaire, suivant l'axe nord-sud, donc parallèle à notre axe nord-sud de rotation sur la planète Terre. Et on a aussi les cadrans polaires, on a les cadrans anamnématiques, les bifilaires et bien d'autres. Et vous retrouvez en partie cela sur le site cadran solaire, cadran-solaire.org avec des S, un cadran et un solaire. Une autre façon de mesurer le temps, parce que l'inconvénient d'utiliser le soleil comme référence, c'est que vous n'avez pas toujours, enfin vous avez quelquefois des nuages et la nuit vous n'avez pas la présence du soleil. Donc on peut mesurer le temps via l'écoulement d'un fluide, ce que l'on peut faire donc avec la clepsydre, donc l'origine du mot, klepto, je dissimule, et hydrolo, je dissimule de l'eau. La clepsydre, c'est un récipient percé avec de l'eau qui s'écoule, et à l'intérieur de ce récipient, il y a des graduations qui permettent de mesurer le temps. Alors, souvent, vous voyez des clepsydres évasées. On peut s'interroger sur ce point. La clepsydre est évasée, pourquoi? Parce que si la clepsydre était cylindrique, eh bien, l'échelle, la graduation ne serait pas les mêmes en début d'écoulement qu'en fin d'écoulement. Au début d'écoulement, vous avez énormément de pression. Donc l'eau coule très vite. Donc en 1 heure, par exemple, vous avez perdu 10 cm d'eau. En fin d'écoulement, vous avez peu de pression, l'eau coule doucement. Et vous avez peut-être perdu 15 cm d'eau. Pour contrecarrer ça, il suffit de trouver la bonne conicité. Et ainsi, vous pouvez avoir une échelle graduée de manière linéaire à l'intérieur de votre clepsydre. Le deuxième point, c'est qu'il est plus facile de fabriquer des clepsydres de forme tronconique. Pourquoi? Parce qu'on peut plus facilement les démouler. C'est un petit peu comme les pots de fleurs, si vous voulez.
Les pots de fleurs, pourquoi est-ce qu'ils sont tronconiques? Alors qu'a priori, ça pose un problème de stabilité face au vent. Eh bien, ils sont tronconiques pour 3 raisons principales. La première, c'est que c'est facile à dépoter. La deuxième, c'est que c'est plus facile à mouler. Et la troisième, c'est que c'est plus facile à ranger les uns dans les autres. Mais revenons à nos clepsydres. Et donc, plaçons une date vers 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc, on a des traces de clepsydres. Et vers 300 ans avant Jésus-Christ, on a des clepsydres un peu évolués, qu'on appelle des horloges à eau, mais c'est la même chose. Vous avez de l'eau qui coule, et puis un flotteur qui monte, et puis une indication de l'heure. De façon assez proche, on peut parler du sablier. Donc le sablier, qui utilise une matière solide à l'intérieur, et non pas une matière liquide, mais c'est ce qu'on appelle un solide divisé. C'est-à-dire qu'on va utiliser du sable, mais souvent le sable est trop grossier et donc on utilise des coquilles d'œufs pulvérisées. On peut les colorer. L'avantage c'est que c'est assez fiable, précis et peu coûteux, mais ça ne permet de mesurer que de faibles intervalles de temps. Et ce sont des instruments très répandus au XIVe et jusqu'au XVIIIe siècle. On peut avoir recours à la combustion d'un corps pour mesurer un intervalle de temps. Alors comment faire? Tout simplement, vous prenez une bougie, vous graduez la bougie. Et vous avez ainsi donc une idée du temps qui s'écoule durant la nuit, par exemple. On peut même avoir l'équivalent d'un réveil matin, si vous le souhaitez. Il suffit de mettre des petits cailloux, les insérer dans la cire et de mettre le tout sous un plat assez sonnant. Et donc quand la cire arrive au niveau du caillou, le caillou tombe, le ou les cailloux tombent, et vous avez une sorte de réveil matin. On peut avoir un équivalent avec une lampe à huile graduée. La graduation de la lampe à huile vous donne une idée du temps qui passe. Donc, pour la bougie graduée, on est environ en 900 après Jésus-Christ. Et pour la lampe graduée, c'est plutôt du début du XVIIIe siècle. Mais rupture technologique importante, vers l'an 1000 apparaissent les premières horloges mécaniques. Donc là, rupture technologique parce qu'on satisfait le même besoin technique, qui est de mesurer le temps, mais on utilise un procédé radicalement différent. Donc cette notion de rupture technologique est très importante. Un autre exemple, dans la vie courante, les écrans télé. Dans les années 2000, on a eu une rupture technologique. Avant, c'était un système avec un écran cathodique qui bombardait des électrons sur une surface phosphorescente. Et puis maintenant, ça n'a rien à voir. On a une technologie écran plat avec une technique dite LCD ou plasma. Enfin, vous voyez bien ce que signifie rupture technologique. Donc les premières horloges mécaniques sont dites à folio. Donc on a un système qui pivote de droite et de gauche et qui va permettre de donner une sorte de base de temps. Et puis ensuite, on a des engrenages pour démultiplier et avoir l'horloge des heures qui tournent doucement. Alors, ces horloges à folio sont très peu précises. Ce qui fait que tous les jours, avec un abaque, on doit la remettre à l'heure. Les horloges à pendule apparaissent fin du XVIIe siècle. Alors, l'horloge à pendule a ceci de génial, c'est qu'elle utilise comme base de temps un pendule qui lui a une caractéristique absolument étonnante qu'on appelle l'isochronisme, c'est-à-dire que le temps d'un aller-retour ne dépend pas de l'amplitude du mouvement, donc on n'a pas à contrôler l'amplitude du mouvement. Vous faites de petites oscillations ou de grandes oscillations, l'amplitude ne varie, certes, mais le temps d'aller-retour ne varie pas, la période ne varie pas. Et de la même façon, quelle que soit la masse que vous mettez, vous avez le même temps d'aller-retour. Par contre, la longueur, évidemment, fait varier la période. C'est Galilée, donc toujours lui, Galileo Galilei, qui a pensé utiliser ce système-là pour fabriquer des horloges, mais il ne l'a pas fait. Par contre, c'est lui qui a, comment dire,
mis en avant cette caractéristique essentielle, ce principe de base qui est l'isochronisme. Et donc pour la petite histoire, c'était quand il était à l'église, peut-être qu'il s'ennuyait un petit peu, et au fil des courants d'air qu'il y avait, un lampadaire ou quelque chose d'équivalent, une lampe, avait une oscillation, donc il y avait une chaîne, il y a une oscillation, et il s'est aperçu en comparant avec les battements de son cœur que le temps de l'oscillation, le temps de l'aller-retour était identique, quelle que soit l'amplitude. Il faut attendre donc un petit peu après, 1657, Tristan Huygens, qui lui reprend l'idée de Galilée et conçoit une horloge à pendule et le fait fabriquer. Il fait fabriquer cette horloge à pendule, la fait fabriquer. Et donc il a la paternité de cette invention. Grâce à cette horloge, on a gagné d'un facteur 10 au niveau précision. On a maintenant une précision de l'ordre de 2 minutes par jour, ce qui est exceptionnel, 2 minutes par jour. Continuons un petit peu dans notre chemin historique, dans le cheminement historique. En 1820 apparaissent les horloges électriques, c'est-à-dire que là, ce n'est pas un système de poids, d'encre, etc., assez complexe qui vient entretenir le mouvement du balancier, donc on a toujours un pendule, mais c'est un électroaimant qui vient donner des impulsions régulières. En 1927, on a les premières horloges électroniques. Mais bien sûr, il faut attendre les années 70-80 pour que ça se démocratise à nos poignets. Et puis maintenant, on a largement dépassé ça dans le cadre de la recherche fondamentale et des applications industrielles et les applications lourdes. On a des horloges atomiques. Donc là, on vient compter les oscillations de l'atome de césium, je vous en ai parlé tout à l'heure, et ça nous donne une base de temps assez fiable, environ 1 seconde d'erreur sur 3 millions d'années. Alors, dans notre quotidien, ça n'a pas d'intérêt, et pour rater son train, ça ne change rien. Par contre, ou l'attraper. Par contre, ça a tout un intérêt pour tout ce qui est positionnement. Pour les GPS, comme la lumière se déplace à la vitesse de 300 000 km par seconde, si vous faites une erreur, si vous avez une incertitude d'1 seconde, vous faites une erreur de 300 000 km. Donc vous comprenez l'intérêt d'avoir un appareil qui va donner précisément, enfin qui va avoir une base de temps précise pour avoir un positionnement précis, au mètre, voire à 10 cm pour les meilleurs GPS maintenant. Pour approfondir le sujet, je vous propose d'aller faire un tour sur le site qui s'appelle longueur sans s.masse sans s.temps.free.fr. Merci de m'avoir écouté sur ce sujet, mais des exercices arrivent et on va s'intéresser, on va revenir sur les conversions si vous le souhaitez, sous forme d'exercices. Nous allons voir comment on va convertir 15,3 hectomètres en mètres. Eh bien, il faut déjà placer l'unité dans la case hectomètre, c'est-à-dire ici le 5. Parce que dans 15,3, le 5 c'est l'unité. Donc, je pose 15,3. Et si je veux le résultat en mètres, en dessous, j'écris le chiffre en rajoutant des zéros jusqu'à la hauteur du mètre. Donc 15,3 hectomètres égale 1530 mètres. Exercice suivant. Je veux savoir en décamètres à combien est égal 17,5 cm. Donc je place le chiffre des unités 7 dans la case des centimètres. Et j'écris 17,5. Et je veux le résultat en décamètres, donc je pose un 0 à décamètre.
Donc voici mon résultat en décamètres, 0,0175. Exercice suivant, mais cette fois-ci, on s'intéresse aux mesures des aires. Donc le tableau est un petit peu différent, si vous voyez. Donc chaque case, kilomètre carré, hectomètre carré, décamètre carré, etc., est subdivisée en deux, parce qu'on a donc des aires. Imaginons que je cherche à savoir à quoi est égal en décimètre carré 7,84 décamètre carré. Donc de la même façon, le chiffre des unités nous intéresse et on va le poser ici dans la case du décamètre carré. Donc 7, on s'intéresse au chiffre des unités toujours, 0,84. 7,84 décamètre carré et on veut le résultat en décimètre carré. Donc je réécris 7, 8, 4 et j'amène les zéros jusqu'à décimètre carré, qui s'écrit DM avec un petit 2 en l'air. Donc, 7,84 décamètre carré égale 78 400 décamètre carré. Exercice suivant, on a par exemple 17,38 cm² et on veut savoir à quoi c'est égal en millimètres carrés. Donc l'unité nous intéresse, le 7, et je le place ici au niveau du centimètre carré. Donc je place le 7 ici. Après j'ajoute mes chiffres et j'écris donc 17,38 dans le tableau. Et en millimètres carrés, j'ai donc 1738 mm². Un petit peu de mathématiques, il était possible de faire autrement. Donc je pouvais écrire 17,38 cm² égale 17,38 1 cm, c'est égal à 10 mm au carré, qui est égal à 17,38 fois 10 au carré fois millimètre au carré, qui est égal à 1738 mm². Toutes les conversions peuvent se comprendre, s'obtenir en utilisant donc la formule mathématique. Mais le tableau est à mon avis plus simple à appréhender. Maintenant, intéressons-nous aux conversions des unités de mesure de volume. Donc là, vous avez toujours le tableau, mais vous pouvez repérer que chaque colonne, en fait, est subdivisée en 3 colonnes. L'hectomètre cube est divisé en 3 colonnes, le décamètre cube en 3 colonnes, mètre cube, etc., etc. Le décimètre cube, c'est en fait également à 1 litre. On a le centimètre cube et le millimètre cube. Faisons tout de suite un petit exemple. On veut savoir à combien 17,5 cm³ est égal en litres. Eh bien, mon unité, le 7, je le place, ce sont des centimètres cubes, pardon, le 7, je le place ici. Ensuite, j'écris 17,5 et je veux savoir à quoi c'est égal en litres. Le litre, c'est donc cette colonne-là. Donc j'écris 0,0175. 17,5 cm³ égale 0,0175 litres. Exercice suivant. J'ai, par exemple, 112,3 hectolitres et je cherche à savoir à combien c'est égal de mètres cubes. Donc 112,3 hectolitres. Je rappelle que le litre, c'est 1 décimètre cube. Donc, le décalitre, si tant est qu'on utilise cette unité, correspond à 10 litres.
Et l'hectolitre correspond à cette colonne. Donc 100 fois le litre. Ici, 112,3 hectolitres, l'unité, c'est le 2. Donc je place le 2 ici. J'écris 112,3. Donc voici comment est placé 112,3 hectolitres sur mon document. Et en mètres cubes, ça se lit donc tout facilement, on a donc 11,23 mètres cubes. Bien, nous allons continuer avec encore quelques petits exemples. Imaginons que j'ai 14,38 millilitres et je souhaite une conversion en centimètres cubes. Alors, le litre, on a dit qu'il était là, dans cette case, parce qu'il correspondait à 1 décimètre cube. Donc, le décilitre est ici. Le centilitre est ici. Et le millilitre est ici. Donc, 14,38, j'écris mon 4 en unité ici, je complète, et c'est égal à 14,38 cm3. Autrement dit, 1 millilitre égale 1 cm3. Encore deux exemples avant d'en terminer. Imaginons que j'ai 112,23 décimètres cubes et je souhaite obtenir le résultat en centimètres cubes. Donc 112,23, l'unité c'est le 2 et donc je la place ici parce que là c'est la zone des décimètres cubes et là c'est l'unité de la zone des décimètres cubes. Donc j'écris 112,23 et je souhaite avoir le résultat en centimètres cubes. Donc, et là je mets 1 0 parce qu'on est à la barrière des centimètres cubes. Donc 112,23 décimètres cubes égale 112 230 centimètres cubes. Un dernier exemple, imaginons que j'ai 119,23 mètres cubes et je souhaite connaître le résultat en centilitres. Donc je vous rappelle que le litre est ici, le décilitre est ici, le centilitre est là. Bon, on va écrire 119,23 mètres cubes. Donc c'est le chiffre des unités qui m'intéresse, le 9. Et je le place là. Donc maintenant j'écris 119,23 mètres cubes. Et je réécris en dessous les chiffres en m'arrêtant, bien sûr, au centilitre. Ce qui fait donc 11 923 000 centilitres. 11 923 000 centilitres. Voilà, j'espère que tous ces exercices vous ont aidé à comprendre les tableaux. Donc pour retenir, quand on a des unités de mesure, le tableau est en simple colonne, hectomètre, décamètre, mètre, décimètre, centimètre, millimètre. Quand on a des unités de mesure d'air, chaque colonne en fait est divisée en 2. Et quand on a des unités de mesure de volume, chaque colonne est divisée en 3. Parce qu'on est en 3e dimension. En 3 dimensions, pardon. Et les conversions se font en considérant d'abord l'unité dans le nombre de départ. Donc ici, pour notre exemple, l'unité c'était le 9, je place mon 9 dans les mètres cubes. Et j'écris mon nombre. Et ensuite, je repositionne la virgule, ou j'ajoute et j'enlève des zéros, etc. pour obtenir donc le nombre dans l'unité souhaitée. Voilà. J'espère que vous avez donc compris ce principe de conversion des unités de mesure. À bientôt.